Alors, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez très bien? Au moins les palinistes. J'espère que le reste aussi. OK, moi, c'est Nomez Najak. Je suis un membre de Parole d'Exclus. Je suis chargé de mob pour Parole d'Exclus. Et je travaille au 11 991 sur la rue Lapierre. Plus particulièrement, et aujourd'hui, je vais pas vraiment faire grand-chose à part introduire les personnes qui mènent tout ça, parce que c'est Leslie et Benoît qui sont les animateurs qui mènent toute cette série-là. Je vais pas dire grand-chose à part que il faut rappeler que cette série, c'est des capsules qui sont diffusées sur Zoom où on fait pas simplement présenter toute une réflexion sur comment et les approches et les différentes approches liées à la sécurité urbaine est faite dans plusieurs autres quartiers, à part le quartier de Montréal-Nord où moi je travaille, mais aussi avoir des invités qui puissent aussi échanger sur ces questions-là. Mais dans les détails, je pense que les autres vont nous le dire, là. Nous, on est tout simplement choyés, à parole d'exclus, de pouvoir avoir ces deux messieurs-là et cet invité à être avec nous aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée, qu'on ait une super belle capsule et un webinaire super intéressant. Et je laisse la parole à Leslie ou Benoît. À vous, guys. Hmm. Benoît, je te laisse introduire peut-être. Oui, Là. oui. Est-ce que tu veux présenter notre invité Ben, je vais te présenter notre invité. après? OK, Oui, sans problème. Je te laisse introduire, après je présenterai notre super. invité. Mais d'abord, je remercie tous les participants et participantes et puis surtout notre invité, Mme Najat Bougaba, qui a accepté de venir nous rencontrer, Leslie et moi. Euh, Rapidement, avant de laisser la parole là, à Leslie et à notre invité, je vais intervenir pour résumer un peu les motivations de cette série de webinaires qu'on organise avec Parole d'Exclus. Disons qu'on essaie de réfléchir à nos manières de parler de sécurité en bâtissant des dialogues entre des personnes à la croisée de différents univers, là, que ce soit pratique, université, communautaire, etc. On se penche un peu au point de vue théorique, si on veut, sur la mise en catégorie de l'insécurité. On peut penser par exemple à la catégorie de gang de rue ou de radicalisation, comme ça va être le cas du webinaire d'aujourd'hui. C'est des formes de fétichisation, si on veut, de la violence des jeunes. C'est des catégories qui émergent soit dans les médias à travers le travail d'experts ou ailleurs, et puis qui viennent s'insérer vraiment dans notre tissu social, qui vont de soi. Parfois, on ne sait même plus vraiment d'où est-ce qu'elles proviennent, dans quel contexte elles ont été produites. Et puis souvent, on trouve qu'on manque d'espace pour réfléchir à ces catégories-là qui sont souvent mobilisés dans l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a une menace imminente de violence et puis on doit intervenir, envoyer la police, etc. Puis on n'a plus d'espace vraiment pour collectivement réfléchir de manière un peu plus critique à ces catégories-là qui sont parfois des réflexes. Euh, donc, on essaie de se questionner sur leur histoire, comment elles sont construites, comment elles peuvent reproduire parfois des biais ou des effets pervers, mais aussi sur leur fragilité, parce qu'on a vu en janvier, avec le thème qui était le gang de rue, et puis nos deux invités, Harry Delva et puis M. Sylvestre, on a vu que ces catégories-là sont parfois très fragiles, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment sur quoi elles sont bâties, leurs définitions sont incertaines, mais elles ont des conséquences très concrètes pour certaines populations qui y sont soumises. Donc, une question qui traverse, si on veut, l'ensemble des webinaires, je l'avais dit la dernière fois, mais il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là. Donc, est-ce qu'on peut penser de manière générale les problèmes de la sécurité ou de l'insécurité à travers des catégories qui ne sont pas des catégories policières? Je m'explique, j'ai une définition un petit peu théorique de police ici, c'est-à-dire catégorie policière, on l'entend dans le sens où c'est des catégories qui souvent vont nous permettre de contrôler plus, mais de comprendre moins en termes sociologiques, si on veut. Euh, donc, sur ce sujet-là, on a été interpellé par l'actualité récemment. C'est-à-dire, on le sait, il y a un enjeu d'insécurité dans le nord-est de la ville. Dans les médias, on parle beaucoup des fusillades. Il y a eu l'événement très triste récemment de la jeune femme de 15 ans qui a perdu la vie suite à une fusillade à Saint-Léonard d'ailleurs. Euh, dans le traitement médiatique et politique de cet événement-là,
les questions qu'on se pose dans la série de webinaires ont été interpellées. C'est-à-dire, il y a 3 éléments que je voudrais soumettre à la réflexion. D'abord, dans le traitement médiatique, ce qu'on a vu, c'est que tout de suite après l'événement, les médias ont associé ce qui s'est passé aux gangs de rue. Donc, alors que ce n'était pas clair pour tout le monde. Comment ça s'est construit cet événement-là? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la catégorie de gang de rue dans ce cas-là ou dans les autres cas de fusillade nous aide vraiment à comprendre ce qui se passe et comprendre les enjeux d'insécurité? Ou est-ce que ce n'est pas par paresse ou par réflexe ou cliché qu'on revient à ces catégories-là qu'on sait problématiques? On en a parlé en janvier. D'ailleurs, le webinaire de janvier va être rendu disponible pour écoute pour ceux et celles qui n'ont pas pu le visionner sur la chaîne YouTube de Parole d'Exclus dans les prochaines semaines. Donc, premièrement, il y a eu cette association-là un peu par réflexe de fait aux gangs de rue. Deuxième chose, il y a des acteurs politiques et institutionnels qui se sont rapidement mobilisés pour demander plus de policiers dans les quartiers du Nord-Est. On a demandé aussi le retour des escouades anti-gangs. Donc, certains spécialistes, experts, acteurs politiques ont demandé le retour de ces escouades-là, alors qu'on sait et que le SPVM a lui-même admis qu'elles ont été problématiques et qu'elles ont mené à des situations discriminatoires. Donc, une espèce d'instrumentalisation de ces événements pour imposer un renforcement de la présence policière et légitimer finalement si on veut, c'est un peu. C'est comme si on mettait de côté la possibilité d'autres manières de réfléchir collectivement aux enjeux d'insécurité autres que la police. Et puis finalement, je vais terminer là-dessus, il y a une série de criminologues et de spécialistes qui sont intervenus dans les médias dans les dernières semaines, spécialistes des gangs, qui interviennent pour défendre un narratif très préoccupant qui veut que les fusillades et l'insécurité dans le nord-est de la ville seraient attribuables finalement au mouvement de défense des droits qui aurait souligné depuis cet été le problème du profilage racial. Selon ces experts-là, ces mouvements-là nuiraient au sentiment de confiance envers la police et les empêcheraient de faire des interpellations finalement. Donc, c'est un narratif qui est assez préoccupant parce que, bon, moi, ça s'est adonné, c'est un peu un hasard, c'est vraiment au centre de ma thèse de doctorat sur le Brésil, c'est que j'ai analysé ce même narratif-là dans un autre contexte, dans le contexte brésilien, qui a permis de nouvelles formes de violence d'État contre les populations noires des favelas. C'est un discours qui dit, ben, les droits empêchent les policiers de faire leur travail, d'interpeller les suspects, et puis on se retrouve avec des violences criminelles. Donc, c'est un peu de blâmer les mouvements de défense des droits pour les problèmes d'insécurité. Et puis, je termine, je vais passer la parole à Leslie dans quelques instants pour faire le pont, si on veut, entre cette question-là du gang de rue et le sujet d'aujourd'hui de la radicalisation. On sait qu'il y a eu deux plans, bon, on ne sait peut-être pas, mais il y a eu 2 plans québécois d'intervention sur les gangs, 2007-2010, ensuite il a été renouvelé 2011-2014. Et puis, il n'a pas été renouvelé pour une 3e fois. Et puis, c'est justement à partir de 2014-2015, Leslie va en parler, qu'on commence tout d'un coup à parler d'un nouvel enjeu qui est la radicalisation des jeunes. Et puis, il semble y avoir une espèce de transfert, si on veut, des préoccupations publiques alentour du gang de rue vers la radicalisation à partir de 2015. La question que je pose, c'est de savoir un peu si la catégorie de radicalisation ne participerait pas un peu du même système que celle de gang de rue. C'est-à-dire que le gang de rue reste très présent dans l'imaginaire, même si les institutions commencent à reconnaître ces problèmes et à cesser de l'utiliser. Donc, la police a démantelé son escouade anti-gang, les politiques d'intervention du Québec sur les gangs de rue n'ont pas été renouvelées, etc. Mais ça laisse des traces encore dans nos manières de faire, dans nos interventions, dans notre imaginaire. Puis on l'a vu avec les événements récents, les fusillades. Donc, ce réflexe-là de se replier sur la catégorie de gangs de rue, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs acteurs institutionnels qui étaient des experts de la question du gang de rue qui sont intervenus à partir de 2015 pour dire, pour lutter contre la radicalisation, il faut s'inspirer des stratégies de lutte aux gangs de rue.
Donc, c'est quelque chose dont on aura peut-être la chance d'en discuter plus particulièrement avec Najat aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est deux phénomènes différents, mais il y a tout de suite eu un réflexe de dresser des ponts entre gang de rue et radicalisation. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir si l'histoire ne se répète pas, en fait. C'est un peu la question qui reste. Là-dessus, je vais laisser la parole à Leslie. Merci beaucoup, Benoît. Je crois qu'on a eu une petite confusion. Je pensais, je voulais présenter Najat avant, mais Ouais, ouais, c'est ok. pas grave. Je vais en fait présenter Najat en même temps, juste avant de recontextualiser peut-être la séance d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est parfaitement ce que vient de faire Benoît, c'est de faire le lien entre la première séance sur les gangs de rue et le territoire de Saint-Michel et celle d'aujourd'hui sur la notion de radicalisation et le territoire de Saint-Léonard. Et justement, on a voulu vraiment, on remercie Dr Najat Bougaba d'avoir accepté notre invitation dans cette deuxième séance que je vais présenter rapidement. Pourquoi Dr Najat Bougaba? Parce qu'elle s'investit au Québec dans l'éducation et le vivre ensemble depuis 19 ans. Elle a été membre de plusieurs comités de travail, elle est toujours membre de plusieurs comités de travail, de la table de concertation et du collectif jeunesse de Saint-Léonard. Et Dr Bougaba a acquis une solide expérience des enjeux et des défis locaux dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Elle a également été candidate, comme vous l'avez vu dans la présentation qu'on a publiée la semaine dernière ou la semaine d'avant, aux élections municipales pour le poste de conseillère de ville en 2009. Et elle a siégé comme conseillère, elle a siégé comme commissaire scolaire et vice-présidente de la commission pédagogique de la commission scolaire de la Pointe de l'Île de 2014 à 2016. Elle est actuellement membre du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Pointe de l'Île et elle a également contribué à l'ouvrage collectif Québécois et musulmans, main dans la main pour la paix, aux éditions Lanctot en 2006. Sur ce, je vais reprendre un peu la contextualisation de cette séance, radicalisation et racialisation, regard sur Saint-Léonard, en trois parties. Je reviendrai premièrement sur l'usage théorique de la notion de radicalisation, avant de présenter un peu comment cette notion apparaît dans le contexte de Montréal et du Québec, dans une troisième partie, ce tournant de 2015 que Benoît a évoqué juste avant, avec notamment ce plan d'intervention gouvernementale sur la prévention de la radicalisation. Mais si on revient sur cette notion de radicalisation, on constate qu'elle est surtout contestée et confuse. Elle est souvent confondue avec celle de terrorisme. Et pour la plupart des chercheurs, elle reste surtout une énigme. Qu'est-ce que la radicalisation? C'est surtout quelque chose qui va susciter des débats conceptuels et théoriques à deux périodes précisément. On parle de période de crise post-68 et post-11 septembre 2001 et qui amène notamment ces crises des pics de production sur cette notion de radicalisation, avec notamment un usage médiatique de la notion de radicalisation qui remonte aux attentats de Londres en 2005 et de Madrid en 2007, avec un usage académique qui apparaît un peu plus tôt en 2001, au tournant des attentats de New York en 2001. Mais c'est surtout ce qu'on retient, c'est ce concept théorique qu'on va utiliser aujourd'hui, qui apparaît à partir de 2004, mais comme vecteur des agences gouvernementales et de sécurité pour explorer le processus par lequel un individu s'inscrit ou s'engage dans des activités terroristes et pour offrir surtout un ancrage analytique aux stratégies de prévention. Ce qui va être exploré, c'est le lien entre la question religieuse, les communautés racialisées et le processus de radicalisation dans les sociétés occidentales. Ce qui nous amène au contexte du début des années 2000 à Montréal, et ce qu'évoquait juste avant Benoît, où les champs de production culturelle, scientifique, journalistique et politique notamment se penchent massivement sur la question des gangs de rue. Donc on va voir plusieurs plans d'action qui vont être développés pour lutter contre le phénomène, articulant prévention et répression, comme nous l'avons vu lors de la première séance. Et la production scientifique va soutenir ces démarches en éclairant les processus d'engagement dans les gangs de rue, majoritairement ceux des jeunes hommes, même si très tôt on s'intéresse aux carrières des jeunes femmes. Mais peu de recherches vont faire la démonstration d'une connaissance approfondie
des conditions de vie de ces jeunes Montréalaises et Montréalais. Et surtout les spécificités liées aux transformations urbaines de la ville de Montréal pour comprendre le phénomène en question, les gangs de rue. Et je renverrai à l'article publié par Nicolas Salé et Benoît pour plus de détails sur ces limites. Mais ce qui va être intéressant, c'est que l'émergence et l'usage de la notion de gang de rue va être très proche et va présenter des similarités avec celle de radicalisation qui s'impose, dont la notion s'impose dans la conversation publique à partir des attaques de 2014 au Canada. Et ce qu'on observe, c'est que la cible de la panique morale va se déplacer des communautés noires afro-descendantes vers les communautés arabo-musulmanes en ajoutant des nouvelles figures menaçantes dans la conversation publique à Montréal, dans un contexte de racisme systémique, d'islamophobie et de stigmatisation de la jeunesse, comme l'évoquait déjà un peu plus tôt Benoît. Mais en réalité, le phénomène des engagements radicaux et des trajectoires de vie menant au recours à la violence n'est pas nouveau au Canada. Je pense notamment au groupe des 18 de Toronto en 2006. Je pense aussi à la présence de jeunes Canadiens dans la prise d'otages en Algérie en 2013. Et ce qu'on observe déjà à l'époque, c'est une série d'articles journalistiques qui mettent en avant le fait que ces jeunes hommes sont musulmans et issus de l'immigration. Mais c'est particulièrement à partir des attaques de l'automne 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec et à Ottawa que le Canada va prendre une place plus significative dans la question récurrente du homegrown terrorism ou de cette notion de radicalisation qui va prendre de plus en plus de place dans la conversation publique. Mais l'ampleur du phénomène va atteindre un niveau sans précédent avec la tournure des événements. À la mi-janvier 2015, 7 jeunes s'envolent vers la Syrie. Le 13 avril suivant, la gendarmerie royale du Canada arrête un couple de jeunes pour tentative de départ et les inculpe pour terrorisme. Ils seront disculpés plus tard, mais en mai de la même année, c'est une dizaine de jeunes qui sont arrêtés à l'aéroport soupçonnés de vouloir rejoindre la Syrie. Et le terme est très important, soupçonné. Je laisserai la parole à Najat sur cette question, parce que ce qui est intéressant, c'est que cette vague de tentatives, même si elle est préoccupante au Québec, est très loin des chiffres de départ en Europe. Là encore, la conversation publique se concentre sur le fait que ces jeunes Montréalais sont supposés être musulmans et issus de l'immigration. Et surtout, le phénomène va être circonscrit dans un lieu précis. Le collège de Maisonneuve, un établissement préuniversitaire de l'est de la ville, jouissant d'une bonne réputation et fréquenté de manière croissante depuis les débuts des années 2000 par une population de jeunes racialisés, dont une partie de ces voyageurs à risque. Je vous renverrai là également vers le web documentaire auquel j'ai participé, Les Voix de Maisonneuve. Ce qu'on va observer à partir de là, c'est que la conversation publique sur le phénomène de la radicalisation va cibler directement les jeunes Montréalaises et Montréalais racialisés, tout comme l'avait fait auparavant le débat sur le phénomène des gangs de rue, comme l'a précisé Benoît juste avant. Mais de nombreux éléments vont être négligés à la conversation, notamment racisme, islamophobie et stigmatisation. En ciblant les jeunes racialisés, l'appareil sécuritaire urbain va complètement négliger autre chose, d'autres trajectoires de radicalisation qui vont notamment mener à l'attentat de la mosquée de Québec en 2017. Et avant de poser 2 questions à notre invité d'aujourd'hui, j'aimerais souligner quelques éléments ou rappeler quelques éléments dans ce contexte de 2014-2015 et depuis ces 5 années, avec la création d'un centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Deuxièmement, ce qu'a effleuré Benoît, la continuité des plans gouvernementaux sur les gangs de rue et la radicalisation, qui s'inscrivent dans cette articulation de prévention-répression. Et si on regarde, on prête un peu attention, on observe une forme de calque de ces plans gouvernementaux sur ces 2 phénomènes. Et enfin, quelque chose qui va nous ramener plus localement au territoire de Saint-Léonard, avec le déploiement de projets de prévention à hauteur de 625 000 $ par la sécurité publique à partir du Québec, à partir de 2016. Il y a plusieurs enjeux qui vont ressortir, notamment des enjeux de diagnostic,
d'évaluation, mais les effets de la stratégie de prévention et de répression sur les jeunes ciblés, avec plusieurs épisodes de violence récurrentes et cycliques, comme on l'a vu, comme l'évoquait un peu plus tôt Benoît, notamment avec la mort de Meriem Boundaoui. Et je poserai 2 questions à notre invité. Premièrement, comment la notion de radicalisation a-t-elle influencé votre travail et votre implication sur la scène publique, politique et communautaire depuis la crise des accommodements raisonnables? Et deuxième question, quel bilan tirez-vous des moyens, des ressources et des initiatives mises en place depuis 2014 pour lutter contre la radicalisation? Bon, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci pour la belle mise en contexte qui amène le débat à un niveau académique remarquable et des analyses très pertinentes. Vraiment, je vous remercie. Je me suis ressourcée encore davantage sur la thématique. Au fait, avant de répondre aux questions, donc on avait convenu une méthode de travail où je serais plus flexible pour parler du phénomène et après quand même aller vers ces questions-là. Et on avait aussi parlé d'une forme où on va du plus large vers Saint-Léonard et le pourquoi de Saint-Léonard. Ce serait plus intéressant. Mais ce que je vais faire quand même, c'est utiliser moins de concepts académiques, moins de concepts de recherche. Je vais simplifier les choses, je vais aller terrain. C'est quand je m'adresse aussi à des mamans qui vivent le phénomène, qui l'ont vécu, ou à des familles ou à des jeunes. Je vais sortir ce débat aussi des sphères des académiciens, des chercheurs, parce que là aussi, ça a été une erreur de le placer que dans les sphères des gens des ministères, des sécurités, de la recherche, etc. Ce n'est pas un reproche que je fais, mais c'est des constats. Donc, je vais revenir un peu à ce que tu as dit vers la fin, Leslie, par rapport à des mesures donc, prises par le gouvernement dans le cadre d'un plan qui touche la radicalisation. Donc, c'est exactement donc, ce qu'on a là. Hein, si vous le voyez, c'est le plan vraiment de 2015-2018, un plan qui s'appelle la radicalisation au Québec, agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. Dans ce plan-là, il y a différents points énumérés, qu'est-ce qu'on veut faire et comment faire, etc. Donc, bien entendu, les gens qui travaillent sur la thématique, ils ont le document et c'est une référence. Quand on veut travailler sur la thématique, on doit se référer pour voir qu'est-ce que le gouvernement a mentionné comme constat et comme attente également. Donc, ça c'est… et en fait, il y a différents partenaires dans le projet élaboré par le ministère et c'est intéressant de les mentionner aussi bien pour l'intérêt de la recherche que pour les gens qui suivent la thématique. Il y a quand même la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il y a le Conseil de statut de la femme. Il y a le ministère des Affaires municipales et de l'occupation des territoires. Il y a le ministère de l'Éducation. Il y a le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Il y a le ministère de la Justice du Québec. Il y a le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Il y a le ministère de la Sécurité publique. Il y a, enfin, ils sont plus ou moins énumérés, ils sont dictés. Enfin, il y a des passages, on trouve ces ministères qui sont mentionnés, soit comme forme de partenariat possible, soit comme forme au moins pour donner à ce thème plus de dimension qu'une thématique de sécurité. Je ne dirais pas que c'est des partenaires qui ont travaillé avec ce projet, mais je dis que c'est des gens qui étaient quand même mentionnés et j'ai voulu en parler parce que c'est très, très intéressant de voir que ce dossier n'est pas forcément un dossier que sécurité publique, il n'est pas que vraiment communauté ciblée, c'est plus large que ça. Donc, d'abord, ça, c'est intéressant de le savoir. Par la suite, c'est comme un aperçu historique qu'on fait actuellement. Par la suite est venue donc l'annonce de Denis Coderre pour la création d'un centre. Ça a été donc en 2015. On se rappelle bien que donc à l'époque, l'administration de Denis Coderre a voulu faire une instance qui réfléchissait à ça. Donc, on a la naissance du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Alors, avec tout ça, est venu donc, je dirais, des réflexions qui ont suivi, plein de colloques, plein de tables rondes, plein de choses. Comme je vous ai dit, j'arriverai à Saint-Léonard, mais je ferai d'abord ça comme présentation. Alors, parmi les différentes tables de réflexion, parmi ce qui s'est passé par la suite entre 2015 et 2000, je dirais même 2018, même 2019, il y a vraiment, par exemple, ce qu'on avait comme rencontre, c'était
je le montre, mais bon, je vais vous dire ce que c'est. C'est ce qu'on appelle Building Connections. Ça a été donc conçu par le ministère de la Sécurité publique à un niveau fédéral. Différents partenaires ont participé, aussi bien qui touchent la sécurité que ceux qui travaillent dans des organismes communautaires. C'était donc différentes tables rondes et différentes réflexions sur le partage des actions faites pour prévenir le phénomène. Qu'est-ce qui se fait dans certaines provinces également? On avait un échange d'expertise. Vraiment, comment dirais-je, c'était une façon de connecter finalement et d'aller voir les meilleures pratiques et s'en inspirer. Alors, donc ça, c'est parmi les choses que j'ai voulu vous montrer et qui sont intéressantes. En fait, ce profil que je mentionne, les gens de Saint-Léonard, ils vont être surpris parce qu'ils ne connaissent pas ce côté de mon application ailleurs. Alors, mais il est temps qu'on se fasse découvrir. Alors, il y avait également d'autres rencontres sur les thématiques, mais avec éducation, jeunesse, etc. Et ça a été des journées de UNESCO à Ottawa, entre autres. Donc, c'était la semaine UNESCO pour la paix et le développement durable en 2017. Donc, ça, c'est vraiment aussi une occasion de débattre, de parler de certains enjeux liés à la jeunesse, les risques, etc. Par la suite, donc, il y avait également tout ce qui était fait au niveau de Sherpa, du RAPS, les différents colloques, etc., etc. Alors, j'ai voulu quand même montrer, encore une fois, avant d'arriver à Saint-Léonard, il y avait un guide qui a été fait et élaboré aussi pour aider et les intervenants et les personnes qui travaillent sur la question. C'est donc c'est fait par à la fois donc UNESCO en partenariat avec, je crois qu'il y avait le Centre de prévention de la radicalisation menant la violence, et c'était donc Internet et radicalisation. Ça, c'était des journées de réflexion au niveau de la ville de Québec. Il y avait différents partenaires en fait. Internet et radicalisation des jeunes, prévenir, agir et vivre ensemble. Donc, encore une fois, c'est vraiment les concepts que voulait le gouvernement du Québec. Ce qui s'est passé par la suite, au fait, c'est que c'était énorme comme rencontre, c'était énorme, et ça, je l'avoue encore, mais je dis encore, c'est des constats. Les réflexions qui étaient faites sur le phénomène, les budgets investis, le temps investi de certaines personnes, moi, j'ai essayé d'être présente vraiment au maximum de ces rencontres-là. Même par la suite au lancement des capsules des centres de prévention de la radicalisation, et si j'avais tort, etc., même à différentes activités pour parler aux familles, aux jeunes, etc. Je me suis posé la question à un moment donné, après tout ça, quand même, vers 2020, début 2021, et alors, et après, qu'est-ce qu'on a finalement? Bon, là, on va parler peut-être des bilans, mais là, je vais revenir à Saint-Léonard. Saint-Léonard a bénéficié, comme tu l'as bien dit, en 2016, d'un programme, d'un financement lancé par Sécurité publique Québec. À l'époque, c'était le ministre Coiteux. C'était un 625 000 $ qui est arrivé dans les YMCA et Collectif Jeunesse Saint-Léonard. Là, il fallait voir qu'est-ce qu'on peut faire comme projet qui touche un quartier de l'Est pour différentes raisons, un quartier qui a différentes frontières avec des arrondissements bien précis, avec un profil démographique bien précis. Le choix n'était pas un choix par hasard, ça a été un choix qui est lié à différents facteurs. Je ne vais pas entrer dans les facteurs, mais au moins je vais dire, OK, c'était un bon choix quand même. C'est un arrondissement où il y a beaucoup de va-et-vient, les gens de différentes, Anjou, Montréal-Nord, c'est ouvert sur Saint-Michel, Pinel. Donc, il y a ce mouvement d'une population précise et aussi de jeunes qui fréquentent un cégep précis. Comme l'a dit bien Leslie, qu'on a fait l'erreur d'aller circonscrire le phénomène dans une zone géographique académique, scolaire, éducative, alors que ça c'était peut-être parmi aussi les lacunes, ça c'est notre débat, mais au moins, à Saint-Léonard, donc, le collectif. Moi, le collectif, j'étais bien avant, bon, je reviens à Saint-Léonard plus précisément, mon quartier depuis 2000, je suis impliquée dans les tables, etc., etc. Ce débat est arrivé, ce financement est arrivé, il a fallu donc aller vers des choses pour répondre à ces attentes ministérielles
et du OMC, entre autres, qui a voulu donc planter des programmes. Alors là, donc, on a tout ce qui est programme, donc avec le OMC et le collectif jeunesse. Donc, ça a été, il y a l'an 1, l'an 2, l'an 3, donc il y avait des financements reconduits pour le collectif jeunesse, pour des projets. Là, il a fallu donc créer un comité. Donc là, on avait ce qu'on appelle le comité jeunes vulnérables. Donc là, on va s'attaquer aux vulnérabilités jeunesse. Donc, on va y aller voir c'est quoi qui ne marche pas, etc. Entre autres, l'adhésion au gang et la radicalisation. Donc, en grosso modo, c'est ce qu'on appelle les idéologies violentes. Donc, avec ça, au fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est consulter le milieu. Donc, le collectif, à ses débuts, on n'était pas nombreux, mais là, on est arrivé presque à 25 organismes qui sont là. Je dirais plus que 21, je ne sais pas si c'est 25, mais au moins, on est autour de ça. Alors là, on a donc prévu sur Saint-Léonard au moins 2 grands axes pour des problématiques visées et ciblées. Alors là, je vous montre un des documents de travail, mais je vais vous dire ce qui a résumé du contenu, c'est qu'on a pris donc un volet qui touche tout ce qui est délinquance. Et là, on a mis les violences et les relations amoureuses, on a mis l'adhésion à des gangs, on a mis problématique de sexting, c'est un problème qui nous voit avec les médias sociaux, troubles de la paix après les sorties d'école, ça c'était un problème aussi dans les environs, surtout d'écoles secondaires, problématique dans les parcs pendant l'été. Ça, c'est un premier axe avec 5 thèmes. L'autre axe, c'était prévention de la radicalisation. Alors là, on a mentionné 2 aspects. L'aspect 1, c'était fragilité et recherche identitaire. L'aspect 2, c'est faible sentiment d'appartenance à la collectivité et vivre ensemble fragile. Au fait, finalement, les deux s'attachent, les deux sont reliés. Fragilité identitaire et faible sentiment d'appartenance, ils se rejoignent quelque part. Alors, en gros, donc, pour ce comité, il y avait 7 thèmes. Comme chargée de projet, donc, j'étais la seule à travailler sur la thématique de la radicalisation au sein du collectif. Donc, j'ai pris ça pendant donc 3 ans, c'était renouvelé, donc une première année. Là, il a fallu voir sous quel angle on va aborder ça, et c'est là que donc j'ai eu un concept et j'ai proposé donc un organisme porteur avec qui je travaillais à l'époque d'aller voir vers tout ce qui est fragilité identitaire. Donc, ça a été fièrement pluriel. Et là, vous avez l'affiche, si c'est possible de la partager sur écran. Donc, fièrement pluriel, elle s'attaque justement à ces 2 thématiques finalement, qui est fragilité identitaire et un sentiment d'appartenance assez faible à la société que j'appellerais, je ne sais pas si j'appellerais ça une société d'accueil pour certains qui sont nés ici, mais un sentiment d'appartenance qui n'est pas consolidé, qui n'est pas fort pour différentes raisons. Donc là, par rapport à ce projet, comment il a été conçu? Tout d'abord, moi, je suis arrivée dans ce projet, mais avec tout ce bagage que j'avais et que mes collègues autour de la table ne connaissaient même pas, donc la bande dessinée du Centre de prévention de la radicalisation, toutes les suivis avec certaines familles touchées, toutes les tables rondes, etc. Donc, moi, ce bagage, je l'avais et c'est sûr qu'il n'y avait pas un contexte pour le mentionner, mais au moins, c'était une belle opportunité pour moi avec ce financement et avec cette ouverture d'aller vers une thématique sur laquelle je travaillais énormément à l'extérieur de Saint-Léonard, à un niveau montréalais et même à un niveau aussi avec des gens qui viennent d'autres provinces et qui viennent de la capitale fédérale. Il a fallu donc que je profite, et ça je le dis bien, que je profite de cette occasion pour aller vers un vrai enjeu finalement qui touche nos jeunes, qui touche certaines familles, qui est donc l'adhésion à des idéologies violentes. Et là, avec Fièrement Pluriel, le projet finalement vise à consolider l'appartenance, à travailler sur l'identité, à sortir les jeunes de ce dilemme identitaire et de ce que j'appelle toujours moi le ballottage identitaire. C'est un ballottage finalement. Je suis ici, je suis d'origine X, mes parents sont nés ailleurs, mais moi je suis née ici. Comment je me situe, comment je me définis et tout ce qui s'est passé. Et là, à un moment donné, Leslie a mentionné le mot accommodement.
accommodement raisonnable, ça aussi, c'est des débats qu'on a vécu et qu'en 2007-2008, moi, je voyais parmi les conséquences de ces débats qu'on a vécus et auxquels j'ai participé encore très activement, je voyais qu'il y aura d'autres conséquences et des impacts sur les jeunes. À l'époque, ces jeunes étaient 8 ans, 9 ans. Je voyais qu'à un moment donné, à 16, 17, 18, quelque chose va se passer justement avec, c'est des séquelles finalement. Ces débats de société qu'on croyait vraiment circonscrits dans le temps ou quelque chose, non. Finalement, on a la preuve maintenant qu'il y a des séquelles, il y a des impacts. Donc, ce que j'ai essayé de faire, donc, c'est d'aller vraiment donner un espace d'abord aux jeunes, des ateliers pour jeunes, pour débattre un peu de l'identité, comment ils se définissent, comment ils sont définis par l'autre, comment ils se voient à travers l'autre, comment ils se voient eux-mêmes. C'était vraiment le jeu miroir, finalement, le jeu moi, l'autre, nous. C'était tout ça, mais très simplifié, avec vraiment des soirées, pas forcément dans un cadre officiel. J'allais vers ce qu'on appelle les spots, les endroits des jeunes, c'est-à-dire un petit club où ils se réunissent, il y en a justement au niveau de Saint-Léonard, dans un endroit très stratégique, un axe Jean Talon, L'Angelier, etc. J'allais vers eux, avec bien entendu toujours des pizzas, des choses à manger, etc. Et on discutait. Et là, les outils, c'était quoi? Les outils, c'était des capsules, entre autres, vidéo, et il y a un débat. Vraiment, je posais une ou deux questions, mais je laissais les jeunes parler. La première vidéo que j'ai utilisée, c'était T'es où, Youssef? Vous vous rappelez de ce fameux documentaire T'es où, Youssef? Donc, c'était de Raed Hamoud. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça, c'était du concret. C'était un parcours, c'était un questionnement dynamique, etc. Et là, on avait donc un canevas que j'ai tracé dans ma tête, mais que je ne disais pas. C'est que je faisais la projection. Donc, ça, c'est vraiment mon canevas des projets. Il a fallu donc que je trace quelque chose dans ma tête parce que je ne voudrais pas que ça déborde trop, mais tout en laissant une marge pour les jeunes. Première étape, c'était vraiment débuter l'atelier, etc. Et par la suite, une projection. Après, donc, il y avait un débat autour, mais sans les orienter avec des questions autres. C'est, tu as vu ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce phénomène? Par la suite, donc, il y avait directement, ça, il y avait la question à la fin, c'est, croyez-vous que l'appartenance identitaire peut être à l'origine d'un malaise existentiel? Un malaise qui peut déboucher sur quelque chose. Là, c'était vraiment, j'ai voulu quand même avoir ça comme réponse. J'ai voulu, pour la suite des choses, voir, est-ce que vraiment, ce que nous, on croit que, oui, l'identité, ouais, ils sont, les parents sont nés en Algérie, sont nés en Haïti, sont je ne sais pas où, les enfants, ouais, mais tu es d'origine. Il y a des choses que les adultes, je dirais pas qu'ils ne comprennent pas, mais il y a une façon d'interpréter chez les jeunes qui n'est pas forcément la nôtre. Donc, ça, c'était un canevas que j'ai suivi tout en laissant, comme j'ai dit, une grande marge de manœuvre. Par la suite, il y avait un deuxième outil, c'était les capsules du Centre de prévention de la radicalisation et de la violence. Et si j'avais tort? Donc, c'était les fameuses capsules. C'était dans le cadre d'une campagne de sensibilisation du centre. Et si j'avais tort, donc ça a été connu aussi comme capsule, etc. Donc, on voyait des témoignages et les jeunes pouvaient donner un avis, etc. L'autre document, l'autre outil, au fait, je ne sais pas, la campagne, je vous la montre, mais si j'avais tort, c'était ça la campagne qui était lancée à l'époque, hein, pour les gens qui ont suivi. L'autre outil, c'était un outil, mais très peu connu, très peu connu, alors qu'il vise la thématique de la radicalisation des jeunes et de l'identité. C'était un documentaire qui est fait par, je dirais, quelqu'un très impliqué dans le monde des documentaires cinéma, c'est surtout dans je dirais, les provinces anglophones, Ibrahim Abdelalim. Le documentaire s'appelle « Qui suis-je ?» C'est exactement le questionnement identitaire. Alors, avec qui suis-je donc? C'est un jeune qui se questionne et des témoignages et en même temps des académiciens, des chercheurs, etc., qui se penchent sur la question. C'était vraiment un documentaire très, très bien fait
moi, j'ai fait la présentation de ce documentaire. J'ai fait comme un petit résumé du contenu et du pourquoi de ce projet, de ce documentaire. Il y a un guide pédagogique qui l'accompagne. Donc, on a finalement le réalisateur, on a quelqu'un qui a fait l'adaptation et on a une équipe pédagogique. J'en fais partie parce que enfin, je dirais pas que c'est un programme, ce travail-là aurait pu être un travail utilisé pour vraiment prévenir le phénomène du ballottage identitaire, parce qu'il y a plein de questions que les jeunes se posent, ils sont là-dedans, et il y a des réponses, il y a des pistes de solutions. Donc ça, c'est parmi mes outils que j'ai utilisés et que j'ai voulu donc finalement arriver à la réponse à ma question qui était est-ce que ce ballottage, ce malaise peut déboucher sur quelque chose d'autre. Maintenant, la radicalisation dans tout ça, au fait, le public cible, ce n'était pas que des jeunes d'un certain âge, de 16 et 18 ans, il y avait aussi des écoles du fin de semaine. On a essayé d'aller vers des écoles de fin de semaine où il y a les petits. J'ai dit, bon, prévenir, c'est aller plus loin que l'âge qu'on voit maintenant, hein, les jeunes qui ont pris l'avion ou qui voulaient prendre ou autre. Et là, c'était vraiment des salles combles parce que c'est fin de semaine, c'est fou. Il y a plus que 250 élèves, il y a même 300 élèves. Et il y a les enseignants, c'était une salle pleine. Et là, on avait le réalisateur de ce projet-là, on avait la possibilité d'en débattre. À un moment donné, j'avais quelqu'un du centre de prévention aussi de la radicalisation qui était là comme intervenant, qui répondait aux questions. Donc, j'ai touché le maximum au niveau d'une certaine tranche d'âge aussi, qui est vraiment avant même secondaire ou secondaire 1 et 2. Ça, c'était très intéressant. Et encore une fois, ça, c'est l'avantage de déplacer un atelier, de déplacer ce qu'on fait, nous, dans l'intervention ou dans la prévention, c'est de ne pas avoir un lieu et attendre qu'on vienne chez nous. C'est qu'on se déplace. J'ai visé à un moment donné aussi des lieux de culte. Donc, une salle au sous-sol. J'ai vraiment arrangé ça avec les responsables du lieu de culte au niveau de Saint-Léonard. Et là, j'ai pu aussi toucher du monde carrément dans les lieux de culte pour parler de la thématique et pour donc aussi permettre à mon projet fièrement pluriel de toucher le maximum de Léonardois finalement. Mais ceci dit, le projet dans le cadre du collectif jeunesse, c'est ça, mais au-delà du collectif jeunesse et de ce projet, il y avait autre chose au niveau de Saint-Léonard qu'on a fait. Je ne sais pas si je réponds toujours à tes attentes, Leslie, mais la question, je vais arriver, mais ça, c'est pour Saint-Léonard, c'est très intéressant pour la suite des choses. Il y avait donc, pour la première fois que le directeur des centres de prévention de la radicalisation va se déplacer au niveau de l'Est, il est venu à Saint-Léonard. Et ça a été donc une activité que j'ai organisée avec un lieu de culte. Donc, on avait la visite de M. Herman des Paris au combat au mois d'avril 2016. Au mois d'avril 2016, donc, il est venu au niveau de Saint-Léonard parler aux parents, parler aux personnes qui étaient présentes dans un lieu de culte et échanger avec eux, leur montrer les outils, leur faire connaître c'est quoi le centre, etc. Et il y avait des parents de jeunes touchés, justement, et des parents de jeunes qui peut-être sont partis, mais au moins, il y avait des parents ciblés par la thématique qui étaient là et qui ont fait le suivi par la suite avec nous. Donc, ça, c'est parmi les activités que, bon, moi, je trouvais que c'était quand même un gain pour Saint-Léonard. Tu as une question? Je ne t'entends pas. Oui, mais en fait, j'allais poser surtout la question à Benoît, si lui avait une question, avant que j'intervienne peut-être et je te laisse terminer. Benoît, est-ce que tu as une question ou je peux poser une question Oui, j'ai plein de questions. Je peux en choisir une. Le problème, c'est que je suis bavarde et quand je me lance, il faut m'arrêter. Donc, arrêtez-moi. Ben, je vais peut-être juste une petite réflexion, 30 secondes. J'aimerais beaucoup vous entendre sur les enjeux de racisation de la catégorie. Quand même, parce que il y a plusieurs choses que vous avez dites qui m'ont interpellé. D'abord, la question identitaire par laquelle on aborde la problématique de la radicalisation. Mais on l'a vu avec le gang de rue, c'est que ce narratif-là va un peu recouvrir une autre histoire de l'expérience vécue par ces jeunes-là. Puis, en janvier, on a eu un témoignage très riche d'Harry Delva qui dit que lui-même, au début des années 80, il faisait partie des jeunes qui jouaient dans les parcs et qui ont subi la répression de la police et de groupes de jeunes blancs racistes qui les battaient.
et puis ils ont subi l'étiquette du gang de rue finalement. Mais cette histoire-là, elle n'est jamais racontée. Puis ça m'interpelle aussi quand vous dites que les jeunes ont des façons d'interpréter qui sont différentes des nôtres. Donc, c'est ces espèces d'écarts-là qu'on sent des fois qu'on parle à ces jeunes-là, les écarts entre les catégories institutionnelles. Vous l'avez dit, ça a été peut-être une erreur de mettre ça dans les mains des experts. Donc, il y a des experts qui sont loin du terrain des fois, qui vont développer ces catégories-là, qui vont les importer d'ailleurs. Puis, sur le terrain, finalement, on voit que finalement, ça ne cadre pas tout à fait. Donc l'enjeu de la racisation là-dedans. Puis dernière chose, c'est qu'on voit aussi qu'il y a un financement public pour implanter, si on veut, ces catégories-là dans le communautaire. Puis en quelque part, je me demande, je me questionne si le financement public, s'il n'avait pas été là, si on aurait eu des interventions basées sur cette catégorie-là sans le financement public. Est-ce que ce n'est pas un peu le gouvernement qui impose l'implantation de catégories externes aux communautés? Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est des réflexions larges comme ça que j'ai, mais j'aimerais vous entendre. Je laisse la parole à Leslie. Et en fait, j'allais juste renchérir. En fait, le gouvernement oriente, en fait, c'est le choix du gouvernement du territoire Saint-Léonard. Et je pense que tu l'as évoqué à demi-mot, mais c'est l'accentuation de la présence maghrébine dans les territoires de l'Est que tu évoquais. Et pour ça, il y a des travaux qui ont été, notamment la thèse de Bochra, Manaï, qui discutent de ça, mais des espaces que tu as évoqués un peu plus tôt aussi. Mais en même temps, moi, je reviendrai à ce que tu as dit dès le départ, c'est-à-dire que ce sont des grands concepts, des grands mots, mais au final, ce qui est intéressant, et ce qu'évoque un peu Benoît, c'est les préoccupations des maires de ces jeunes-là, quand on a beau amener tous ces concepts pour discuter du phénomène qui se passe, que ce soit identité, appartenance ou ce que tu as bien nommé le ballottage, et comment, en fait, ce financement-là va venir répondre à cette question. Mais en même temps, si je reprends ce que tu nous as présenté, c'est qu'on a l'impression d'avoir affaire depuis les 5 dernières années à une sorte de pot pourri de tout un tas de questions qu'on va mettre ensemble, et sur lequel, au final, s'il y a un enjeu d'état des lieux, de diagnostic. C'est tellement intéressant comme remarque, mais c'est vrai que je me demande si on a le temps et ce qu'il faut pour répondre à tout ça, mais au moins, moi, je dirais que surtout par rapport à la zone géographique choisie, de toute façon, là, on le sait très bien. Oui, on a voulu cibler une communauté précise parce qu'on croyait que oui, le phénomène touche cette communauté précise, maghrébine. Donc, on va y aller chercher des solutions. Peu importe maintenant, c'était quoi les objectifs dits et non dits du gouvernement. Il y avait un financement. Il a fallu au moins essayer d'en tirer le maximum pour toucher justement la clientèle cible. Mais je ne sais pas si j'ai échappé quand même à la question de Benoît, mais tu as dit quelque chose, Leslie, par rapport aux familles. Et c'est là, moi, je me questionne, parce que dans les tables rondes, dans les lieux, dans les huis clos qu'on avait, dans des choses parfois qui étaient très restreintes, ce n'était pas accessible à tout le monde, il y avait des discussions, il n'y avait pas les familles, il n'y avait pas les jeunes, il n'y avait pas quelqu'un qui t'a dit, ben oui, mais moi, j'ai passé mon primaire et mon secondaire à me sentir comme un paria, comme un rejeté, et j'ai vécu telle chose. On n'a pas un parent qui va dire, moi je suis arrivé bourré de diplômes, je suis maghrébin c'est une maîtrise, et plus, dans la plupart des cas, j'ai vécu au chômage, mon enfant m'a vu déprimé, m'a vu révolté, m'a vu énervé, et mon enfant ne se reconnaissait pas dans cet espace où je l'ai amené, dans cette terre d'accueil il est né ici. C'est pas Moi, je dis la terre d'accueil, c'est pour nous, on est arrivés. Mais nos enfants qui sont nés dans les hôpitaux de Montréal ou n'importe où au Québec ou au Canada, ça, c'est leur société. Ce jeune, est-ce qu'on lui a demandé comment toi, tu vois tout ça? Je ne crois pas qu'on avait vraiment pris le temps de demander. Et je crois qu'à un moment donné, ces jeunes avaient besoin d'un espace pour qu'ils disent ça. Moi, j'ai essayé d'offrir cet espace. Et pour les familles, j'ai essayé d'offrir un espace. Les familles touchées par le phénomène, moi, j'ai été dans certains foyers, j'ai été avec des cercles de mères touchées, de parents touchés, et c'était dans des cadres où on pouvait discuter à l'aise, on prenait un souper dans un restaurant loin de toutes les pressions, et c'était un échange, pas forcément sur la thématique, mais sur et le pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait de mal. Il y avait beaucoup de parents qui disent, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Et ce qu'on devait aussi savoir, et que je mentionnais, moi, dans toutes les tribunes, il n'y a aucun parent
qui étaient d'accord pour quoi que ce soit, pour une adhésion à une idéologie, pour un départ ou pour une volonté de départ ou autre. Aucun parent des personnes concernées, et j'en ai vu autour de moi, j'ai eu des familles, il n'y a personne qui dit bah, moi j'approuve et j'approuverai. Ça n'existe pas. C'est le choc, c'est le questionnement, c'est des tragédies. Donc, si je Oui, reprends, il y a quelque chose, il y a un enjeu très générationnel. Ce que tu disais oui, un peu, la généalogie de la question remonte oui, à la question des accommodements, oui, avec cette nouvelle génération qui arrive et oui, qui se pose des questions oui, et ce qui, moi, dans mes questions de recherche, m'intéresse beaucoup, en fait, cet enjeu de place au sens social, qui, oui, un peu ce que tu disais, pour reprendre oui, le titre de ce documentaire que tu nous as présenté, qui oui, je suis, mais oui, quelle est ma position sociale dans la société tout à fait. dans laquelle je suis né, mais aussi spatial en fait, parce que cet enjeu, ce qu'on voit un peu dans ce que tu as discuté, ce que tu as présenté, tous ces projets, c'est dans les parcs de Saint-Léonard, mais je pense aussi à notamment la première séance où les parcs étaient déjà présents pour la communauté noire, l'enjeu des parcs, de la Oui, présence dans les parcs, mais oui, on retrouve que justement, c'est pas juste la communauté noire, mais la communauté maghrébine aussi. Au final, et oui, pour avoir travaillé à Saint-Léonard, il y a une forte, la communauté maghrébine utilise, il y a une diversité dans ces parcs à Saint-Léonard qui est très visible et très accessible. Donc, est-ce que, peut-être, moi, la question, je me permettrais peut-être, Benoît, si tu veux enrichir, mais comment, justement, est-ce qu'il y a une discussion intergénérationnelle entre les préoccupations de ces mères, de ces familles, et ces jeunes et leurs enjeux identitaires de place, que moi j'appellerais cette question de place. En fait, pour les parents, quand même, il y a une catégorie qui, les parents de ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, c'était impossible. Il y avait des échanges avec certaines familles, bon, avec les personnes qui sont parties, donc les voyageurs à risque, mais à un moment donné, c'était oui, j'ai quitté parce que j'avais pas de place. Oui, je ne reviendrai pas. Ben, non, c'est une décision, non, je ne reviendrai pas. Moi, j'avais des mamans qui ont dit, ben non, j'ai reçu l'information, voilà, voilà ce que ma fille, ce qu'a mon fils, il me dit, non, je ne reviens pas. Et la question de ses parents, c'était, mais nous, on ne les a pas privés de rien, on a tout fait, on a vraiment été des personnes présentes, à l'écoute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ne comprenaient pas. À un moment donné, donc, pour ceux qui avaient une tendance à adhérer à une idéologie violente, ou ceux qui, on a donc arrêté pour X ou Y raison, ce n'est pas confirmé à l'aéroport, c'était clairement expliqué, c'était clairement mentionné. Les raisons sont énumérées. Et moi, je dis, c'est avec ces gens-là qu'il fallait travailler. L'investissement financier devait être justement pour cette écoute active. Il fallait qu'on s'assoie le maximum, qu'on prenne ce qu'il dit et qu'on travaille sur ce qu'il dit. Le discours de ces jeunes aurait pu faire justement le noyau même d'une stratégie gouvernementale. C'est autour de ça qu'on aurait pu bâtir nos stratégies et de prévention et de vivre ensemble. Et. C'est autour de ça. Alors, moi, avec mon petit projet Saint-Léonard, j'ai essayé. Mais c'est vrai que moi, je partageais mes travaux, mes recherches, ce que je faisais, mais avec d'autres instances, c'est sûr et certain, pour une réflexion plus large et pour des solutions plus larges. Maintenant, je ne sais pas, tu sais, tu as dit, Leslie, tu mentionnes toujours les accommodements 2007, 2008, mais moi, parfois, je remonte plus loin. Avec ce qui s'est passé à New York en 2001, on a commencé à subir une attaque et une stigmatisation, et on a été comme à la une des médias à chaque fois. Nos enfants, à l'époque, ils avaient 6 ans. Hein. Moi, en tant que mère, j'en sais quelque chose moi-même, 5-6 ans. Et c'était donc tout ce matraquage médiatique et tout ce qu'on subissait. Et ça a duré, ça a duré. Après, c'était le code de vie de Hérouville. Encore une fois, j'ai pris une démarche pour Hérouville. J'étais parmi donc, les personnes qui sont allées pour essayer de trouver une entente, un dialogue, une communication citoyenne. Donc, Hérouville, c'est connu comme à l'époque comme polémique. Et on avait aussi été exposé à des préjugés, à la stigmatisation. Et après, c'est venu les accommodements, la commission Bouchard-Taylor, etc., etc. Et après, le rapport Bouchard-Taylor. Et ça, c'était en 2009. Et là, vraiment, moi, j'ai dit, après ça, je crois que c'est bon. Les débats, au moins, le débat citoyen, le débat public,
ben, on n'aura plus. Et on va travailler sur les problématiques. Ben non, on a continué encore et la charte et tout ça ensemble, ça fait quoi? Ça fait un cocktail Molotov, ça fait quelque chose qui va exploser un jour ou l'autre. Mais encore une fois, et ça, je sais que les académiciens peuvent très bien le dire et que les chercheurs, etc., quand on est rejeté, et là on revient exactement à la thématique, l'identité, l'appartenance, je suis pas à l'aise, je suis pas bien, je suis pas bien, le bienvenu, mes parents, ils ont perdu leur carrière, leur avenir, mais moi maintenant, il y a une idéologie quelque part dans le monde qui me sollicite. Il y a quelqu'un qui me dit, tiens, je t'offre une alternative. Et un jeune qui cherche des alternatives à 17, 18, 19 ans, ou un CGP en 18, 19, eh ben, c'est normal qu'il va voir les alternatives. Mais je ne dis pas que c'est normal qu'il parte, mais c'est normal qu'il va étudier toutes les alternatives possibles pour dire, une société qui me rejette et d'autres qui m'offrent quelque chose avec une intelligence extraordinaire, parce que les autres, ils ont travaillé sur toutes les lacunes des sociétés occidentales. Ils ont ciblé toutes les lacunes qu'on a dans nos sociétés en Europe ou en Amérique du Nord. Ils ont dit, vous vivez ça, ça, ça et ça, nous, on vous offre ça. Vous avez l'identité, l'épanouissement, l'honneur, gratifier, vous allez bâtir, vous allez aider. Eh bien là, ça, c'est le gros lot, là. Donc, dans la tête d'un jeune, c'est tout à fait normal qu'il va dire, ben, un voyage fait par mes parents, un second voyage fait par moi, peut-être que ça va aller. Et ça, je crois qu'il faut se pencher aussi sur ça. Donc, c'est une forme de valorisation au final qui est en jeu. Et c'est une consolidation identitaire. C'est une valorisation sur tous les aspects. Écoute, quand je t'offre un emploi, ton père était chômeur alors qu'il est ingénieur. Moi, je t'offre un emploi. Ta mère était médecin, mais elle travaille maintenant dans une garderie. Moi, je te dis, viens, tu es un cadre, tu es bon en informatique, je t'offre ça, tu es un cadre. Tu es bon dans les relations publiques, je t'offre ça. C'est une valorisation, mais sur différents aspects, au fait. Hein. Valorisation comme être humain, valorisation comme apport à une société qui se bâtit, parce que dans leur tête à eux, c'était on bâtit quelque chose. Le paria, le jeune rejeté paria devient un bâtisseur. Donc là, il a un projet de vie, il a une raison d'être, il a un lieu d'épanouissement. Et c'est ça les dangers. C'est ça les vrais dangers. Ce qui m'amène à ma deuxième question, justement. Et je ne sais pas si Benoît peut-être veut réagir après, mais justement, si ça, c'est les fondamentaux au final qui ont été, en tout cas, négligés sur le phénomène, c'est ça que j'appelle l'état des lieux, le diagnostic, quel bilan tu tires de tous les moyens, toutes les ressources, toutes les initiatives qui ont été déployées aujourd'hui? Ça va être difficile de faire un bilan d'une implication sur ce thème depuis 5 ans, mais moi, ce que je veux dire, non seulement pour ce thème, pour ce problème, mais pour toutes sortes d'interventions sur des fléaux de société. Allez-y, terrain, allez-y vers les personnes vraiment touchées, parlez le langage de ces gens-là, amener des intermédiaires, des facilitateurs qui ont vraiment le repère culturel, les sensibilités et qui comprennent ce qui se passe dans ces foyers-là. Vous ne pouvez pas embaucher un chargé de projet ou un coordonnateur d'un projet qui vient de je ne sais pas de où, dans un milieu plus ou moins homogène, etc., sans problématique sociale, sans lui dire, je te confie ce projet ou cette intervention, trouve-moi des solutions. Moi, quand je mentionne des endroits qui ramassaient des jeunes au niveau de Salière, c'est parce que je les connais, ces endroits-là. Il allait derrière les bâtisses, derrière les pizzerias, derrière les escaliers de bâtiments, derrière les spots de jeunes, justement. Et on dit, viens, ce soir, on a une pizza. Quelqu'un, ce soir, va faire vraiment un plat, il va nous amener, mais viens, on va manger ensemble, on va discuter. Le monsieur qui faisait ça depuis presque 15 ans, il est toujours là, au fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit quand je lui parle? Il me dit, je suis un démissionnaire d'intervention jeunesse. Parce qu'il travaille avec son argent. Il a ouvert un local avec son propre argent. Il ramenait des pizzas avec son argent. Il a sauvé quelques-uns. Mais il voyait tous ses budgets défiler et il suivait l'actualité, il voyait tout ça. Il dit, moi, okay, je ne suis pas dans une table de concertation, je n'ai pas fait ce qu'il faut comme paperasse. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un message que je lance. Je n'ai pas fait mes formulaires d'adhésion à une table. Je n'ai pas rempli la reconnaissance pour mon arrondissement. Mais moi, j'ai 30 jeunes.
J'ai 10 qui ont lâché l'école. J'ai 12 qui fument à chaque fois vraiment le cannabis, ils sont en addiction. J'ai vraiment 10 aussi qui sont dans un risque. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, moi, quand je vois ça, et quand la personne pose la question, je me sens mal et j'essaie, et c'est ce que j'ai essayé de faire, d'amener certaines activités dans ces locaux-là et d'aider à ce que ça marche. Maintenant, c'est la question que je me pose. Et c'est ça que je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là qui sont des travailleurs de proximité réelle? Ce n'est pas vraiment un travail de proximité qui vient à Saint-Léonard, mais qui était embauché par je ne sais pas qui, mais qui a toujours vécu, par exemple, je ne sais pas quel secteur. Non, ça, c'est les gens du quartier. Et je crois que dans chaque quartier, il y a ce défi-là. Je suis proche de Montréal-Nord, ce qui se passe à Montréal-Nord. Je suis proche d'Anjou. Je sais ce qui se passe dans les arrondissements avoisinants. J'assiste à certaines activités et je vois que c'est les mêmes enjeux. Maintenant, tu as parlé de quelque chose qui touche l'urbanisme. Et ça, c'est peut-être ma dernière intervention. Après, je vous laisse poser des questions. Il y avait en 2017 la Biennale de Montréal. Ceux qui ont suivi, c'était donc à l'époque de l'administration Coder, c'était la Biennale urbaine et sociale de Montréal, à cette biennale. Et là, à un moment donné, je devais annoncer l'ouverture d'une journée sur l'interculturel. Alors là, ce n'était pas évident. Moi, je suis mauvaise à préparer mes discours et mes speeches, donc c'était spontané. Mais à la fin, j'avais une formule, et ça avait de l'écho, c'était « Urbanisons le social et socialisons l'urbain ». Je vous lance la formule. Vraiment, comment on peut réfléchir sur ça? Quand j'ai dit ça, j'avais là ça qui était comme... Mais moi, je savais ce que je voulais. Mais c'était venu spontanément, mais c'était un réflexe aussi de la femme rodée que je suis dans cette thématique-là. J'ai dit urbanisons le social et socialisons l'urbain. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je suis désolé de devoir te couper parce que je vois que le temps Voilà. file. On a déjà largement dépassé le temps. Je ne sais pas si Benoît, tu as une question avant de passer aux questions du public. Et non, justement, je voulais passer aux questions parce que, ouais, le temps file. Le temps file. Est-ce que, donc, je le répète, vous avez dû le voir de passer dans le chat, mais vous pouvez poser vos questions dans la partie questions et questions et réponses du webinaire. Mais je vois qu'il y a déjà une intervention. Ce qu'on va faire justement, Najat, c'est que je vais lire les questions auxquelles tu pourras réagir du public. Donc, on a une première question de Sarah Sadi qui dit qu'il y a elle fait une présentation d'abord. Bonsoir, j'aimerais apporter un point. Nous avons l'impression que le gouvernement essaie de cibler la communauté maghrébine pour trouver des solutions pour nous déghettoiser. Oui, pardon, désolé. Mais sans jamais arriver à avoir un dialogue avec nous, les principaux touchés. En tant qu'enfants issus de parents immigrants, nous avons l'impression de manquer de contrôle et comme vous devez le savoir, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'anxiété auprès des jeunes. Ce manque de contrôle vient aussi de notre quête identitaire où l'on se retrouve ni entièrement dans l'identité de nos parents, ni dans celle où l'on est né. Ce qui rend les jeunes très enclins à aller trouver un clan/groupe auquel on peut s'identifier afin d'aller retrouver ce semblant de contrôle dans notre vie. Finalement, il termine par une question. Comment pensez-vous que les jeunes peuvent retrouver ce contrôle sans aller vers des groupes dits radicaux? Bon, elle a utilisé les vrais mots, en fait. Hein, vraiment, merci pour la question parce que ça met l'accent sur les vrais enjeux. Je reviens sur la ghettoisation. Au fait, la ghettoisation, on n'avait pas ce phénomène parce que la communauté maghrébine, elle est un peu partout, hein, au fait. Il n'y avait pas ce phénomène au départ. Et j'avais fait une présentation sur cette thématique de la ghettoisation et j'ai montré comment on est répartis au niveau de l'île de Montréal et à l'extérieur. Hein, maintenant, Repentigny, Blainville, etc. On n'avait pas ce problème. Maintenant, on risque de l'avoir. Maintenant, par volonté d'être sécurisé, j'ai l'impression qu'on va tomber dans ça. C'est un piège, la ghettoisation. Et moi, je dis, attention, ne tombons pas dans ça. Par contre, comment on peut faire avec les jeunes pour vraiment prévenir le problème d'adhérer à un groupe? Ben, tout simplement, consolider cette appartenance, justement, leur offrir les vraies opportunités, les faire vraiment impliquer dans des projets où ils bâtissent quelque chose de concret. Ce qui s'est passé, par exemple, dans des écoles secondaires, je ne vais pas m'attarder, mais écoute, gens qui n'ont pas
Ils ne l'ont pas dit depuis des années. Vous croyez que c'était la seule école secondaire? Ben non, ça se passe ailleurs. Si je vais aller dénigrer, je vais aller rejeter, je vais récolter quelque chose de mauvais. Donc, pour prévenir le phénomène, il faut que le jeune soit épanoui dans cette société qui est la sienne et qu'il ne se pose même pas une question d'appartenance. Du moment qu'on les met dans ce dilemme, qu'on les met devant le questionnement, il y a un risque. Ok. Il n'y a pas d'autres questions et j'ai l'impression que... Est-ce que tu nous entends, Najat? Tu nous entends toujours? Ouais, Oui, bien sûr. Il n'y a Oui. pas d'autres questions. Je vois une question considérant les stratégies. Il y a quelque chose qui est dans le chat, Ouais, peut-être? c'est dans le chat, mais c'était pas dans la question, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Donc, je vais lire la réflexion. Considérant que les stratégies employées par le gouvernement du Québec sont empreintes des mêmes stratégies employées par le Royaume-Uni avec le programme Prevent, où il y a un investissement énorme sur l'axe prévention, comment est-ce que le langage employé soit celui sur la vulnérabilité et le risque cadre et enferme la communauté musulmane comme étant essentielle, suspecte en tout temps, tout lieu? Au fait, ce qui s'est passé en Europe dans le cadre de la prévention et les programmes de prévention, justement, il y avait des tables rondes sur ça. On avait ces personnes qui s'étaient jointes à certaines réflexions, entre autres l'Angleterre et la Belgique. Hein. Le Québec n'a pas choisi la même voie finalement. Il a évité. Il y avait tellement quand même de personnes dans certaines tables de réflexion qui ont dit attention, d'abord, on ne va pas copier le modèle européen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même problème de jeunes que l'Europe d'abord. La catégorie qu'on a, la qualité de ces jeunes, soit ceux qui sont partis ou ceux qui étaient suspects de partir Europe, c'est vraiment des CGPA, des gens équilibrés, des gens brillants, des gens d'une famille intellectuelle, cultivée, etc. Alors que l'Europe avait affaire à déjà des jeunes délinquants, des gens dans les banlieues qui brûlaient à chaque été, des jeunes qui étaient vraiment tellement vulnérables parce que tout autour d'eux les vulnérabilisait. Au Québec, quand même, le niveau intellectuel des parents a joué, la persévérance quand même de ces parents a poussé les jeunes dans les écoles, la scolarité, etc., a joué. Donc, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, de toute façon, les chercheurs, ils le savent très bien, ce n'est pas les mêmes jeunes. Mais donc, on a évité de tomber dans ce piège. Prevent a trop ciblé, Prevent a fait retirer des enfants, il a vraiment été loin. Le Québec ou le Canada n'est pas allé dans cette voie-là. Et tant mieux d'ailleurs. Mais là, je me permettrais de faire une petite réflexion, parce que dans le portrait que tu dressais un peu de l'Europe, Oui. j'allais dire c'est quand même nuancé aussi en Europe. En Europe, Parce qu'il est-ce qu'au final, c'est pas... Parce qu'en Europe, on retrouve aussi des jeunes qui partent, qui sont identifiés comme ingénieurs, qui ont aussi des oui, parcours brillants. Il y a des quelques-uns, gens qui oui. sont intégrés socialement depuis plusieurs années, mais qui partent quand même. Donc, est-ce que c'est pas, en tout cas, la convergence entre le contexte nord-américain et le contexte européen n'est pas dans les processus d'exclusion et de marginalisation? Il y a ça. Mais pour ceux qui partent et qui étaient des cadres ou autres, en fait, en Europe, ce n'est pas forcément dans une tranche d'âge que nous, on a, qui voulaient partir. Ça, c'est très Oui, important. C'est une autre tranche d'âge. c'est vrai. Et même, il y a des familles. Le cadre qui était ingénieur ou autre, il prenait ses deux enfants et sa femme et partait. Il y avait ça. Oui, il y avait quand même, je dirais, je reviens toujours à la tranche d'âge. C'est vrai qu'il y a toujours on ne va pas généraliser, il y a toujours des cas, il y a toujours, mais moi je dirais, je reviens toujours à ça, ce qui a sauvé quand même, ce qui a sauvé le Québec, entre autres, on va parler à l'échelle canadienne, mais au moins le Québec, c'est qu'il y avait quand même une certaine vigilance par la suite de la part des parents. Ceux qui travaillent aussi, ils ont évité la stigmatisation, ils ont travaillé sur, je dirais, des moyens de prévention qui ne vont pas forcément heurter ces familles touchées ou qui vont culpabiliser les parents. Il y avait une ouverture d'esprit dans ce sens, c'est-à-dire on va travailler sur ça comme problème de société, on va voir qu'est-ce qui se passe et comment éviter les dégâts. Donc, c'était ça. En fait, entre parenthèses, Leslie, je ne sais pas si vous connaissez la fondatrice de Save Belgium, Madame Salia Ben Ali, qui a perdu son enfant. C'est parmi les premiers qui sont partis justement de Belgique, un jeune qui est parti en Syrie. La dame était venue faire des conférences au niveau du Canada donc, et surtout au Québec. Et je l'ai invitée à Saint-Léonard. J'ai profité de son séjour justement à Montréal. Elle est venue s'exprimer sur la question avec des parents.
et elle n'a pas son expérience. Son fils était de toute façon tué. Donc, 3 mois après, il lui a annoncé qu'il est tué. Mais cette femme a vraiment travaillé avec des parents touchés. Elle a fait un travail formidable. Donc, je répète, c'est Salia Ben Ali, Save Belgium. Alors, je vais te poser la question, mais je pense qu'on aura le temps de Oui. prendre une dernière question parce que je vois que le temps file et on arrive vers la fin. Peut-être Benoît, si tu as une question. Mais moi, je te posais directement, est-ce que dans cette initiative, tu as été soutenu institutionnellement en invitant cette dame, par exemple? J'avais fait des démarches pour un petit financement. Je l'ai eu donc d'une instance qui travaille sur la sécurité. Ça a été excellent. On a pu donc faire rapidement des invitations. C'était rapide parce qu'il y avait un programme chargé, mais c'était pour la journée. C'était un financement pour la journée. Et c'est là encore qu'on relance le débat sur c'est Court qui et terme. quoi, etc. Quand on a une femme comme sa mère qui va parler au maire, c'est là où je dois donner moi mon financement et lui programmer 3 mois d'activité auprès des maires. Et c'est malheureux, c'est pas la réalité finalement. J'ai l'impression que ce que tu discutes beaucoup, en fait, finalement, c'est une sorte de régime administratif, bureaucratique, Une machine. une machine qui ralentit, en fait, qui fait ce que tu décris un peu à court terme. On a des initiatives à court terme, mais qui gagneraient à être rallongées, prolongées, en tout cas apportées durablement, en tout cas engagées durablement Oui. sur le temps. Et il y a une question dans le chat en tout cas, la question c'est, y a-t-il eu des collaborations avec les autres communautés racialisées, notamment les populations noires? Oui. Là, je vais sortir un concept que j'utilise parfois. Je dis face à certains problèmes, il faut qu'il y ait une certaine alliance. Les alliances, je dirais pas interraciales, mais des alliances. Pourquoi des alliances? Parce qu'on est plus fort face au phénomène. Je dirais une maman qui a perdu un enfant tué par balle dans un règlement de compte de gang et une mère qui a perdu son enfant dans les zones de guerre, les voyageurs à risque, etc. Mais c'est la même douleur, c'est le même problème finalement. Vraiment, on peut très bien aller collaborer avec cette femme-là, dire comment prévenir justement l'adhésion à ces idéologies violentes qui finalement ont fait que tu as perdu ton enfant ou que tu étais sur le point de le perdre. Les alliances aussi dans l'échange d'expertise. Une communauté haïtienne, par exemple, ou autre, pour ne pas cibler, je vais dire dans l'historique des gangsters, on va dire les communautés noires ou autres, ben, ils ont travaillé sur quelque chose quand même. Il y a des gens de cette communauté-là qui étaient actifs, qui ont proposé des solutions. On doit profiter de ça. Et moi, je reviens au profil démographique. Le profil démographique change et c'est normal qu'actuellement, on voit plus une communauté maghrébine ou arabe ou autre parce que, veut pas, c'est ça. C'est des familles, ils avaient des enfants, les enfants grandissent, les enjeux sont plus complexes et ça se comprend. Maintenant, oui, travaillons ensemble. Moi, je suis pour une ouverture, d'abord sur les arrondissements. C'est pour ça, moi, aucune invitation qui vient d'un arrondissement, je la refuse. Je travaillerai énormément pour qu'il y ait aussi une expertise partagée et l'exportation d'expertise. Il faut qu'on arrive à ça. Et là encore, je me permettrai un commentaire parce que dans la préparation, on a déjà discuté. Je sais que tu as abordé la question, par exemple, de la communauté somalienne à Toronto, qui fait face aux mêmes enjeux, qui est une communauté noire et très largement et très musulmane. Donc, il y a une présence musulmane très forte dans la communauté somalienne. Et je sais que tu as travaillé justement avec certains intervenants à Toronto sur cette question. Peut-être pour prolonger un peu la question, par exemple. Ben oui, justement, pour sortir le débat de la radicalisation, des stigmatisations communautaires, on avait vu des personnes qui sont venues de certaines provinces, au fait, entre autres donc l'Ontario, et je ne me rappelle pas l'autre province, c'était Manitoba, ou je ne me rappelle plus. C'était des directeurs d'organismes qui travaillaient avec des communautés africaines, c'était vraiment comme des somaliennes et autres, là où il y a les problématiques du shabab, etc. C'était vraiment ça n'a rien à voir avec les communautés arabes, c'était autre chose. Et même encore là, les susceptibilités des familles, c'est différent, l'approche avec eux est différente, mais c'était intéressant d'échanger. C'était vraiment très intéressant d'échanger avec eux. Et là, ça nous amène, oui, à sortir le phénomène de, ouais, c'est les Maghrébins, non, c'est pas ça. Et pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, je dirais que tant qu'on a des facteurs de vulnérabilité qui touchent l'appartenance identitaire, qui touchent la valorisation, qui touchent une vraie place dans la société, qui touchent une vraie place pour avoir un emploi convenable
un statut social, une participation politique, une participation académique, on aura encore des défis, on aura encore des risques que quelque chose se passera. Soyons vigilants, ramenons la problématique à ses vraies raisons, ses facteurs réels, et laissons les gens qui osent nommer les problématiques s'exprimer dans les tribunes. Ne pas les éloigner ou les éliminer parce que parfois on est victime de ça. Quand on parle trop, on nomme trop les choses, on est éloigné de certains lieux décisionnels, on est éloigné de certains postes décisionnels, de certains emplois où on peut aider réellement. Et ça, c'est ce que j'appelle moi, on s'est fait griller parce qu'on dit les bonnes choses et les vraies choses. Et ça, c'est un message encore que je lance. Voilà. Et je pense que c'est un mot de la fin parfait. Parfait. Je ne sais pas si, Benoît, tu veux réagir pour... Non, non, je vais vous laisser le mot de la fin, puis je vous remercie encore d'avoir accepté l'invitation, Madame. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Bien. Merci. Non, Est-ce que merci. Leslie ajoute quelque chose? C'est vous J'allais qui animez. juste remercier Dr Najat Bougaba pour d'avoir accepté notre invitation et de s'être prêté au jeu de nos questions et de notre série de conversations. C'est avec plaisir. Je reviendrai avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Aucun problème. Parfait. Écoute, moi aussi, je vais féliciter Leslie et Benoît d'avoir toujours bien mené tout ça. Et Najat, c'était un plaisir. Et merci Rudolph qui nous a donné un soutien technique. Merci à vous, tout le monde qui était branché ce soir. Et puis, j'aimerais aussi faire un petit rappel, c'est que dans quelques semaines, c'est-à-dire le 3e jeudi du mois, on va reprendre cette même conversation parce que c'est des territoires en conversation. Alors, je vais répéter ce que moi j'ai gravé, c'est comme un mini slogan, mais ça résume tellement bien. Urbanisons le social et socialisons l'urbanisme. Et justement, avec cette conversation, on est en train de faire converser des territoires, au fait. Alors, je vous attends tout le monde, et du moins, l'équipe de Parole d'Exclu, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, notre invité, mais ce sera encore Leslie et Benoît qui va nous inviter à dialoguer. Et ce sera le spectacle de Montréal-Nord, images, médias et sécurité. Et il faut dire que l'actualité a vraiment de bons exemples. Écoute. Permettez, d'abord, moi, je vous remercie pour l'invitation, mais c'est vrai ce que j'ai dit tout à l'heure, on travaille actuellement sur l'urbanisme, l'urbanisation, la sécurité, etc. Ben oui, moi, je crois que la formule peut faire l'objet d'une réflexion, oui, urbanisons le social et socialisons l'urbain. On est en plein là-dedans actuellement. Merci beaucoup. Sur ce, et je vous dis que cette vidéo-là sera disponible sur les réseaux sociaux et il y aura peut-être des petites modifications, un minimum de montage. Et sur ce, merci. Et dans quelques secondes, on va arrêter tout ça. Merci à tout le monde. Passez une bonne soirée.